Depuis plusieurs mois, les relations entre Paris et Alger semblent glacées. Mais derrière ce silence, une véritable bataille diplomatique se joue, discrète, feutrée, mais lourde de sens. Tout a commencé lorsqu'un haut responsable français, le patron du renseignement extérieur, a évoqué des signaux positifs venant d'Algérie. Des mots qui paraissaient anodins, mais qui cachaient un profond déséquilibre entre deux nations liées par l'histoire et séparées par la fierté. Dans un studio parisien feutré, les micros de France Inter captent une voix calme, maîtrisée, presque rassurante. C'est celle du directeur du renseignement extérieur français. Il parle d'ouverture, de dialogue, de rapprochement. Le ton est choisi avec soin. Chaque mot pèse, chaque silence suggère une promesse. Pour l'auditeur lambda, c'est un signe d'apaisement. Pour les initiés, c'est un message codé adressé à Alger. Derrière cette façade d'amabilité se cache une stratégie bien plus subtile. Redéfinir la posture de la France dans une relation qu'elle sent lui échapper. Car si le chef de la DGSE prend la parole, ce n'est pas un hasard. Le renseignement, par nature discret, ne parle jamais sans raison. Il intervient lorsque la diplomatie classique échoue, lorsque les canaux officiels sont en panne. Cette sortie médiatique n'est donc pas un geste spontané. C'est une opération de communication calculée, destinée à repositionner Paris dans le récit d'une crise qu'elle ne contrôle plus vraiment. En apparaissant comme la partie conciliante, la France tente de reprendre l'initiative symbolique. Elle parle de paix, pendant que l'autre se tait. Mais derrière cette main tendue, il y a une condition fine mais ferme. Elle porte un nom, Boualem Sansal. Écrivain respecté, voix libre et parfois dérangeante, il est devenu bien malgré lui un pion dans une partie qui le dépasse. Officiellement, Paris plaide pour des raisons humanitaires, son âge, sa santé, son droit aux soins. Officieusement, c'est une carte de pression. Car demander à l'Algérie de revoir une décision judiciaire, c'est frôler ce que la diplomatie appelle une ingérence. Et dans la mémoire algérienne, ce mot résonne comme une alarme. À Paris, certains pensent encore qu'il suffit de plaider la fraternité, d'évoquer les liens historiques pour attendrir Alger. Mais l'époque où ce genre de discours fonctionnait est révolue. Aujourd'hui, l'Algérie écoute sans répondre, observe sans réagir, et c'est précisément ce silence qui désarçonne la diplomatie française. Chaque tentative de dialogue conditionné se heurte à un mur invisible, celui de la souveraineté retrouvée. La France tend la main, oui, mais cette main porte encore les traces du passé. Pourtant, dans les couloirs du Quai d'Orsay, on s'accroche à l'idée que la relation peut être rétablie, que les vieux réflexes peuvent encore produire des résultats. On évoque les signaux positifs. On parle de relance du partenariat stratégique, de coopération antiterroriste. Des mots rassurants, presque mécaniques, comme pour masquer une inquiétude plus profonde. Et si l'Algérie n'avait plus besoin de la France? C'est cette question, non dite, qui traverse toutes les discussions. Et c'est peut-être elle qui explique pourquoi la main tendue semble trembler. Dans le fond, cette scène radiophonique raconte moins une réconciliation qu'un renversement de rôle. La France, jadis figure dominante, cherchait désormais la reconnaissance d'un partenaire devenu indispensable. Elle ne parle plus en maître, mais en demandeur. Et même si elle ne le dit pas, tout dans son langage trahit ce déséquilibre nouveau. Le ton apaisant du chef du renseignement n'est pas celui de la force tranquille, mais celui d'une diplomatie en quête d'équilibre. Un pays qui tend la main, mais qui sait que le geste pourrait bien rester suspendu dans le vide. Dans les couloirs du palais d'El Mouradia, les lumières restent tamisées. Les rideaux sont tirés, les voix basses, aucune agitation apparente, aucun ministre convoqué en urgence, aucune fuite organisée vers les médias.
Seul le tic-tac régulier d'une horloge semble mesurer le temps qui passe. À Alger, le silence n'est pas une absence de parole. C'est une stratégie en soi, une forme d'expression qui n'a pas besoin de mots pour imposer une présence. Pendant que les micros de Paris résonnent d'analyse et de débat, la capitale algérienne reste impassible. Les journaux d'État ne s'enflamment pas, les porte-paroles ne s'expriment pas. On diffuse simplement, sans emphase, un communiqué laconique. L'Algérie réaffirme son attachement à la souveraineté nationale et à l'indépendance de sa justice. Une phrase courte, sèche, sans émotion apparente, mais dont le poids diplomatique dépasse toutes les envolées médiatiques françaises. Car derrière cette sobriété, il y a une posture, une manière de dire « Nous n'avons pas à justifier notre loi devant qui que ce soit ». Dans les chancelleries européennes, cette absence de réaction intrigue. Les analystes cherchent un message caché, une lecture entre les lignes. Mais ce qu'ils prennent pour du mutisme est en réalité un art maîtrisé, celui de la retenue. Dans la culture politique algérienne, le silence est un instrument de pouvoir. Il contraint l'autre à parler davantage, à se dévoiler, à s'épuiser dans le verbe. Pendant que Paris multiplie les déclarations pour exister, Alger s'enracine dans la lenteur, laissant le temps user les nerfs de l'adversaire. Ce n'est pas du mépris, c'est de la maîtrise. Le président Tebboune n'a pas besoin d'un discours pour faire sentir la position du pays. Le simple fait de ne pas répondre devient un acte politique. C'est une manière de dire que l'Algérie choisit ses batailles, qu'elle décide quand et comment elle s'exprime. Ce refus du bavardage diplomatique s'inscrit dans une tradition qui valorise l'acte plutôt que la parole. Dans ce jeu subtil, celui qui se tait détient le pouvoir, car il garde la surprise, la marge, l'initiative, et Alger l'a bien compris. Au sein du peuple, cette attitude trouve un écho particulier. Beaucoup voient dans ce mutisme officiel une forme de dignité retrouvée, un symbole d'une Algérie qui ne plie plus sous les injonctions. Les anciens se souviennent d'autres époques où chaque mot prononcé depuis Paris pesait lourd sur les décisions nationales. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les observateurs français attendent la réaction d'Alger, et elle ne vient pas. Le rapport de force s'est inversé, non pas par la force militaire ou économique, mais par une discipline diplomatique rare. Les diplomates étrangers, eux, le savent. Quand Alger se tait, c'est qu'elle agit ailleurs. Derrière les portes closes, les discussions continuent, mais sans bruit, sans fuite, sans show médiatique. Les canaux techniques restent ouverts, les contacts entre services se poursuivent, mais rien ne transparaît. Ce silence, c'est le voile d'un État qui choisit de contrôler son récit, de ne pas le livrer aux commentateurs. Dans un monde où tout se dit trop vite, où la diplomatie se fait souvent sur Twitter, l'Algérie impose une temporalité différente. Elle avance lentement, méthodiquement, et c'est précisément cette lenteur qui déstabilise ceux qui espéraient une réaction impulsive. À des milliers de kilomètres de Paris, dans le calme feutré du palais de Bellevue à Berlin, un courrier diplomatique prend forme. Les mots sont pesés, les formules polies. Pas de menaces, pas de pression, juste une demande écrite avec ce ton particulier qu'adopte une puissance qui comprend la valeur du respect. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, s'adresse directement à Abdelmadjid Tebboune. Il ne parle pas de politique, il ne s'immisce pas dans les débats judiciaires. Il évoque une question humaine. Boualem Sansal, un vieil écrivain, un homme malade. Il demande humblement s'il serait possible d'envisager un geste, non pour la politique, mais pour la compassion. À Alger, la lettre arrive discrètement. Elle ne fait pas la une des journaux. Aucun communiqué n'annonce sa réception. Le contenu est lu, analysé, puis transmis au président. La réaction, comme toujours, est mesurée.
L'Algérie n'est pas insensible à la demande, mais elle tient à un principe simple: le droit d'un État à décider de ses affaires internes sans ingérence. Et pourtant, cette fois, le ton allemand change tout. Pas de discours moralisateur, pas de leçons de démocratie, pas de chantage diplomatique. Simplement une démarche empreinte d'humanité et de respect. Ce ton apaise, désarme même. Il rappelle que la diplomatie n'a pas toujours besoin de confrontation pour être efficace. Dans les échanges qui suivent, aucune tension ne s'installe. L'Algérie répond poliment, réaffirme sa souveraineté tout en reconnaissant la noblesse du geste. Elle écoute sans se sentir humiliée. Elle explique sans se justifier. Dans cet équilibre rare, une forme de confiance naît. La relation entre Alger et Berlin, déjà solide sur le plan économique, s'enrichit d'une dimension nouvelle, celle de la considération mutuelle. L'Allemagne n'a pas cherché à imposer sa vision. Elle a simplement tendu la main d'un partenaire à un autre sur un ton égalitaire. Et dans la logique algérienne, cette nuance vaut plus que 1000 promesses. Pendant ce temps, à Paris, certains observateurs s'interrogent. Pourquoi l'Allemagne obtient-elle une oreille attentive là où la France se heurte à un mur? La réponse tient dans un mot que la diplomatie française semble parfois oublier: la délicatesse. Là où la France parle encore avec les réflexes du passé, l'Allemagne parle le langage du présent. Elle comprend que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus une élève de l'Europe, mais un acteur central du Maghreb, une puissance qui veut être traitée avec égard, non avec nostalgie. Cette différence d'attitude révèle plus qu'une simple divergence diplomatique. Elle expose deux philosophies des relations internationales. D'un côté, celle de la pression, de la morale, du devoir de dire. De l'autre, celle de la patience, de la nuance, de la confiance. Berlin a choisi la seconde, et Alger s'y reconnaît. Entre ces deux capitales, un langage silencieux s'installe, celui du respect réciproque. Ce n'est pas une alliance spectaculaire, ni une rupture dramatique. C'est un équilibre, discret, stable, où chaque mot compte. Et dans le monde agité des relations internationales, cette retenue est devenue une rareté précieuse. Au lever du jour, la lumière dorée se répand sur Alger. La baie se réveille lentement, les minarets découpent l'horizon, et le vent venu du large porte une promesse nouvelle. L'Algérie change, silencieusement mais profondément. Ce n'est plus le pays qui subissait les humeurs des puissances étrangères. C'est désormais une nation qui choisit son cap, sûre de ses forces, consciente de son poids. Dans les couloirs du pouvoir comme dans les rues animées, on sent cette énergie particulière, celle d'un pays qui s'affirme. Depuis quelques années, un mot revient sans cesse dans la bouche des diplomates algériens: souveraineté. Il ne s'agit plus seulement d'un principe hérité de la lutte pour l'indépendance, mais d'un projet d'avenir. La souveraineté devient économique, technologique, culturelle. Les hydrocarbures ne suffisent plus à définir la puissance. On parle aujourd'hui de diversification, d'industrie, de numérique, d'innovation. Des start-up émergent à Alger, Oran, Constantine. Des jeunes ingénieurs bâtissent un écosystème que personne n'attendait. Le pays, longtemps enfermé dans son image figée, s'ouvre au monde à sa manière, sans renier ses valeurs, sans céder à la dépendance. Sur le plan diplomatique, les cartes sont redistribuées. Là où la France voyait jadis une sphère d'influence, l'Algérie voit désormais un échiquier global. Elle tisse ses liens avec Pékin, signe des accords énergétiques avec Moscou, discute sécurité avec les pays du Golfe et investit dans des projets communs avec l'Afrique subsaharienne. Chaque alliance est pensée non comme une soumission, mais comme une négociation d'égal à égal. C'est cette liberté nouvelle qui fascine autant qu'elle dérange. Car Alger ne quémande plus, elle choisit. Et ce choix, il a le goût du respect retrouvé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Méditerranée,
La France semble regarder cette métamorphose avec un mélange d'incompréhension et de nostalgie. Les tensions internes minent sa parole à l'étranger. Les fractures sociales brouillent sa vision. Là où Paris cherche à maintenir un lien sentimental, Alger parle de coopération pragmatique. Fini le langage de la tutelle, place à celui du partenariat. Ce renversement s'incarne dans la posture même du pays, calme, calculé, ferme. L'Algérie ne s'excuse plus de son indépendance, elle en fait un modèle. Dans les couloirs des organisations régionales, sa voix porte. Elle plaide pour la stabilité du Sahel, pour la coopération africaine, pour un équilibre global qui ne soit plus dicté depuis les capitales occidentales. Ce discours, autrefois marginal, trouve aujourd'hui un écho. L'Algérie parle avec assurance parce qu'elle sait que le monde change et qu'elle fait partie de ce changement. Son influence ne tient pas à son poids militaire ou économique, mais à sa constance, à sa mémoire, à cette capacité rare de dire non quand d'autres se taisent. Dans les rues, les symboles de cette transformation se voient partout. Des chantiers, des jeunes qui parlent d'avenir, des femmes qui créent, des entreprises qui exportent. L'idée même d'Algérie nouvelle cesse d'être un slogan politique pour devenir une réalité visible. Ce pays, longtemps observé à travers le prisme du passé, commence enfin à se raconter lui-même avec ses propres mots, ses propres images, son propre rythme. Et dans ce récit, il n'y a plus de place pour la nostalgie, seulement pour la marche en avant. Dans les rues de Paris, les façades haussmanniennes semblent immuables, mais derrière ces murs se cache une diplomatie qui vacille. Longtemps, la France s'est crue au centre du monde, un phare moral, une voix universelle, un pays dont les mots résonnaient au-delà de ses frontières. Mais aujourd'hui, cette certitude s'effrite. L'ancienne puissance coloniale regarde le monde changer plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. L'Afrique se redresse, l'Asie impose son rythme, le monde arabe revendique sa dignité. Et la France, elle, cherche encore la bonne posture entre autorité et humilité. Dans les couloirs du Quai d'Orsay, les diplomates multiplient les notes et les analyses. On y parle de recalibrage stratégique, de repositionnement dans un monde multipolaire. Des expressions élégantes pour décrire une réalité plus simple. La France ne dicte plus, elle propose. Mais la transition est douloureuse, car elle heurte une vieille habitude, celle de penser le monde à travers le prisme de son propre rôle civilisateur. Le discours universaliste, longtemps porteur, résonne désormais comme un écho du passé. Les nations qu'on voulait guider veulent maintenant en dialoguer, pas obéir. Et cette inversion du rapport symbolique déstabilise une élite formée dans la conviction que la France avait toujours raison d'avoir raison. La crise avec l'Algérie en est le miroir parfait. Les signaux positifs évoqués par le chef du renseignement français ressemblent à des gestes de paix, mais ils révèlent surtout un malaise, celui d'un pays qui a besoin de renouer non par choix, mais par nécessité. Car dans les domaines de la sécurité, de l'énergie ou de la coopération migratoire, Alger s'est devenu incontournable. Pourtant, reconnaître cette dépendance, c'est admettre que le centre de gravité s'est déplacé. Et pour la France, habituée à incarner le modèle, cette reconnaissance est un exercice presque existentiel. Dans les débats publics, les fractures internes accentuent ce trouble. Les manifestations, les tensions sociales, la montée des extrêmes, tout cela affaiblit la parole extérieure. Un pays qui doute de lui-même ne convainc plus les autres. La diplomatie française, autrefois réputée pour sa clarté et son élégance, semble aujourd'hui hésiter entre nostalgie et adaptation. Parfois, elle se fait moralisatrice. D'autres fois, elle tente la séduction pragmatique.
Mais dans les deux cas, elle trahit la même inquiétude, celle de perdre définitivement l'influence acquise au fil des siècles. Dans les chancelleries africaines et maghrébines, on regarde Paris avec une forme de respect fatigué. On admire encore la culture, on écoute encore la langue, mais on ne s'incline plus devant la politique. La France reste un acteur important, mais plus unique. Son drapeau flotte toujours, mais il ne domine plus. Et c'est cette normalisation, ce passage du statut d'empire à celui de partenaire parmi d'autres, qui provoque la crise la plus silencieuse, la plus profonde, celle de l'identité diplomatique française. Le pouvoir en France, quel qu'il soit, le sait. Il faut se réinventer ou disparaître du grand jeu. Mais se réinventer suppose d'abord d'écouter, d'admettre que d'autres voix comptent désormais. Et pour un pays bâti sur la centralité, c'est une révolution intérieure. La France n'est pas en déclin. Elle est en transition. Mais cette transition, comme toute transformation, s'accompagne d'une perte d'équilibre. Sur la carte du monde, la Méditerranée ressemble à une respiration. D'un côté, les rivages clairs du nord, de l'autre, la chaleur du sud. Entre les deux, une mer qui a tout vu. Les conquêtes, les ruptures, les réconciliations. Aujourd'hui encore, elle observe deux nations qui se regardent à travers elle, comme deux miroirs qui se reflètent sans se toucher, la France et l'Algérie. Deux voix, deux mémoires, deux fiertés qui s'affrontent sans éclat, par geste, par silence, par symbole. Ce bras de fer n'a pas besoin de cris. Il se joue dans les nuances, dans les non-dits, dans la diplomatie feutrée des regards et des mots pesés. À Paris, on continue de chercher le ton juste. Celui qui ne froisse pas, celui qui rassure, celui qui rappelle encore un peu d'influence. À Alger, on ne cherche plus à séduire. On avance. Les bureaux de la présidence sont calmes, les visages fermes, les phrases mesurées. On parle d'égal à égal. Ce changement de posture presque imperceptible a bouleversé des décennies de rapports asymétriques. Là où la France attendait reconnaissance, l'Algérie exige désormais respect. Là où l'on parlait d'aide, on parle désormais de coopération. Les mots ne sont pas anodins. Ils redessinent la carte invisible du pouvoir. Au cœur de cette transformation, quelque chose d'universel se joue. Ce n'est plus seulement une affaire de frontières ou de diplomates, c'est une mutation du monde. Les nations jadis dominées écrivent leur propre récit. Elles ne cherchent plus à effacer leur passé, mais à l'utiliser comme tremplin. L'Algérie en est un exemple éclatant. Elle ne revendique pas le rôle de victime, mais celui d'actrice. Une actrice qui connaît sa valeur, ses blessures, ses forces. Une actrice qui parle calmement, avec le poids de l'histoire derrière chaque mot. Son silence, parfois perçu comme de l'orgueil, est en réalité une langue nouvelle, celle de la dignité. Et la France, face à cela, oscille entre nostalgie et lucidité. Elle regarde ce Sud qu'elle croyait comprendre, mais qui lui échappe. Elle redécouvre que l'influence ne se décrète pas, qu'elle se mérite. Dans cette prise de conscience lente et douloureuse, une vertu oubliée refait surface, l'humilité. Non pas celle qui abdique, mais celle qui écoute. Car dans ce monde désormais horizontal, la puissance se mesure à la capacité d'entendre l'autre sans vouloir le diriger. Sur les quais d'Alger, les bateaux quittent le port au crépuscule, leur lumière scintille sur l'eau calme. À Marseille, les vagues viennent mourir sur la jetée dans un murmure familier. La mer les relie encore, malgré tout. Elle a vu passer la colonisation, la guerre et les ruptures, et maintenant elle voit naître une nouvelle ère, celle du dialogue entre égaux. Le temps des tutelles s'achève. Le pouvoir ne s'impose plus. Il se partage, se négocie, se redéfinit. Et dans ce concert de nations qui réapprennent à se parler, il y a cette leçon simple.
presque silencieuse. Parfois, celui qui parle le moins n'est pas celui qui se tait, mais celui que le monde finit par écouter.